Donc bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir ceux qui sont déjà là. Alors je sais que, bien entendu, il y en a d'autres qui vont regarder le live en streaming, enfin pardon, pas en streaming mais en replay. Là ce soir c'est le live streaming et donc on aura le replay qui sera disponible bien entendu, comme d'habitude, sur Facebook, dès la fin de ce live, sur YouTube, ce sera en ligne demain matin et on le mettra aussi sur le site avec un petit résumé en texte pour ceux qui ne voudraient pas regarder le live en entier, puisqu'en général, donc, on fait un live d'une quarantaine de minutes, et plus si affinité avec des prolongations, s'il y a des questions, c'est un petit peu souvent comme ça que ça fonctionne. Donc salut Dédé, salut Delphine, salut Noé, salut Max, salut Maxime. Allez, on attaque, et on va passer au premier sujet, le sujet équipe de France. Alors en effet, l'équipe de France cette semaine, donc, enfin plutôt la semaine dernière, et même un petit peu avant, avait entamé son stage, son premier stage de préparation à Anglette. Et donc là, a terminé son stage à Anglette et débute son deuxième stage à Mont-de-Marsan. Donc il y a même eu une information donc qu'on a vu, qu'on a publiée nous-mêmes sur WeBasket, qui a été donc une interview de Valérie Garnier qui dit qu'elle conserve absolument toutes ses joueuses, donc les 17 joueuses présentes lors du stage. Donc à l'exception de Sarah Michel qui s'est blessée parmi les 19 joueuses présélectionnées. Donc Sarah Michel s'est blessée et Bria Hartley, puisqu'elle est française maintenant, nous rejoindra donc au stage de Rennes à la milieu du mois de juin à peu près. Au milieu du mois de juin. Je vous mets un petit voilà le petit programme qui est prévu et qui est donc le programme de préparation à l'équipe de France. Donc vous voyez là ici les diffusions télé et puis en face je vous ai mis un petit peu les lieux puisque si vous voulez vous rendre sur les lieux c'est quand même plus sympa d'aller voir les matchs. Donc on a les deux prochains matchs à Mont-de-Marsan, ce sera 2 matchs contre l'Ukraine. Donc ce sera ce dimanche prochain voilà et le lundi prochain donc dans 8 jours, dans une semaine très exactement à 20h45 les 2 matchs seront diffusés tous les deux sur RMC Sport 2 et donc ces 2 matchs auront lieu à Mont-de-Marsan. Par la suite, donc la semaine qui suit, donc en fin de semaine, on aura vendredi, samedi et dimanche, on aura 3 matchs à Rennes, cette fois-ci. Enfin, à Cesson-Sévigné, très exactement. Et puis, donc ce sera également sur RMC Sport 2. Et il y aura il y en aura un, celui de dimanche, donc face à la Serbie. Si je ne dis pas de bêtises, si je reconnais bien les drapeaux, de mémoire, c'est la Serbie. Donc on aura la Chine, la Russie et la Serbie. Le match face à la Serbie, donc le dimanche à 18h30, sera celui-là donc diffusé sur RMC Story, donc en clair. Donc ça c'est quand même assez sympa. Et puis donc on finira la semaine suivante la préparation pour un match le dimanche 23 juin, donc pour un match face à la Chine. Et là ça aura lieu à Rouen et je vais essayer d'y aller. Puisque Rouen, c'est la ville la moins éloignée de chez moi, puisque pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis situé à Arras. Il y a un ancien fief du basket féminin, qui ne l'est plus maintenant. Et donc Rouen est à je pense à 1h30 ou 2 heures de chez moi, donc j'essaierai de me rendre à Rouen. Et puis donc d'être en zone mixte, peut-être faire quelques interviews, on verra bien. D'ici là, si vous êtes proche de Mont-de-Marsan, de Rennes, de Rouen, c'est l'occasion d'aller voir l'équipe de France. Je pense que les salles seront pleines, il y aura une belle ambiance. Et tout ça pour préparer l'Eurobasket qui est assez prometteur. D'ailleurs, c'est un peu le sujet suivant. Je vais quand même compléter donc cette première partie avec la préparation du match face à l'Ukraine et faire un petit focus sur cette équipe d'Ukraine très rapidement puisque on connaît quand même pas beaucoup de joueuses, mais on en connaît quelques-unes. Donc je vais vous montrer ça. Ah oui, petit rappel quand même sur l'effectif actuel de l'équipe de France, les 19 présélectionnés, en fait 18 puisque Sarah Michel, on le sait, ne participera pas à l'Euro tout simplement. Donc rappel de ce qui avait été publié il y a quelques semaines, donc c'était même avant les finales de Ligue féminine, me semble-t-il, peut-être pendant même les demi-finales de mémoire. Donc on avait Aléna Ayayi, Mariam Badian, Ornella Bamcolé, Romane Berniès, Alexia Chartereau, Sarah Chevaujon, Elena Siak, Olivia Epoupa, Marine Fautou, Sandrine Gruda, Bria Hartley, Marine Johannes, Magali Mendy, donc Sarah Michel sera absente, il n'y a pas de T à sera, Marie-Michel Minapi, Andy Miem, Iliana Rupert, Ingrid Tancré, Diandra Tchatchwang et la sélectionneuse Valérie Garnier, bien entendu.
Donc toutes ces joueuses, mis à part Bria Hartley et Sarah Michel, sont qualifiées entre guillemets en deuxième semaine, puisque la sélectionneuse Valérie Garnier a notamment loué le comportement très impliqué de toutes les joueuses, et finalement ça lui a donné probablement voilà, des maux de tête pour couper éventuellement une joueuse dès la première semaine de stage, ce qui n'est pas le cas. Donc les matchs, voilà, les 2 matchs face à l'Ukraine seront probablement déterminants pour plusieurs joueuses pour rester dans le groupe, pour rester finalement parmi les dernières. Bon, il y aura encore donc effectivement 3 semaines pour décider un groupe avant le début de l'Euro. J'ai envie de vous poser une question que j'ai déjà posée un petit peu. Parmi toutes ces joueuses, d'après vous, quelles sont là où les joueuses qui sont les plus entre guillemets en danger par rapport à l'ensemble de ce groupe? Dites-moi un petit peu ça. Est-ce que vous pensez qu'il y a une joueuse qui risque fort de sortir finalement en premier de l'effectif? Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et j'en profite pour saluer Fred, j'en profite pour saluer Jean-Michel et Dominique. Et Adrien. Salut Adrien. Effectivement, c'est pas facile, il y a très bonne joueuse. Alors, on va essayer de faire un petit peu. On va essayer de regrouper un petit peu par poste aussi, parce que je pense que ça va se jouer là-dessus. Au niveau des meneuses, on a Olivia Epoupa, on a Marine Fautou et on a Bria Hartley. Et je pense avoir oublié personne. Donc on aurait 3 meneuses. Au niveau des arrières, et Romane Berniès. Voilà, j'en ai oublié une. On a 4 meneuses quand même. Donc 4 meneuses. Il y en a au moins une de trop, ça c'est sûr. Peut-être 2 de trop. Et je viens de voir, effectivement, j'ai oublié aussi Ingrid Tancré, donc il y a 5 meneuses. Donc il est possible qu'il y ait au moins 2 meneuses qui sautent, effectivement. Effectivement, là on parle d'Ingrid Tancré, Marine Fautou, Sarah Chevaujon. Au niveau des arrières, donc on aura Marine Johannes, ça c'est quasiment voilà, c'est quasiment fait, c'est quasiment sûr, on peut le dire. Au niveau des arrières, c'est un petit peu moins fourni, puisque nous avons également donc Magali Mendy, Sarah Chevaujon, qui est arrière, on va dire 2, qui est peut-être un petit peu plus ailière. Et puis, l'absence de Sarah Michel fait que finalement, il n'y a pas tant d'arrière que ça. Au niveau des ailières, nous aurons Valériane Ayayi, Ornella Bancolé, donc Sarah Chevaujon. Je continue. Au niveau des ailières, et Diandra Tchatchwang. Donc 3 ailières. Donc c'est plutôt au niveau des meneuses où là, il y en a un petit peu trop. Et au niveau des ailières fortes, et l'intérieur, je vais grouper un peu les deux parce que parfois les filles évoluent à plusieurs postes. Donc on a Mariam Badian, Elena Siak, Sandrine Gruda, Alexia Chartereau, Marie-Michel Milapi, Andy Miem, Iliana Rupert. Donc là, on en a un petit peu plus aussi. Est-ce que j'ai oublié des joueuses? Je pense que j'ai parlé de tout le monde. Alors je regarde un tout petit peu vos commentaires. Ouais, vous pensez qu'Ornella Bancolé peut sortir? Étant donné qu'Ornella Bancolé, elle est parmi les ailières, je pense qu'elle a quand même une carte à jouer. Il faut dire qu'entre guillemets, elle est en concurrence donc avec Diandra Tchatchwang. Au niveau du poste d'ailière, il y a Diandra Tchatchwang qui semble être vraiment la titulaire indiscutable. Et ensuite, voilà, Ornella Bancolé, Sarah Chevaujon, qui seront probablement... Et Valériane Ayayi, j'ai oublié Valériane Ayayi. Effectivement, on peut partir qu'avec 2 ailières, qui seraient Valériane Ayayi et Diandra Tchatchwang. 2 ailières assez dominatrices d'ailleurs. Et effectivement, sur ce poste d'ailière, il y a 4 joueuses, 3 ou 4 joueuses, donc c'est très concurrencé. Allez, on va passer à l'autre équipe, à l'équipe d'en face, pour ce week-end. L'équipe d'en face pour ce week-end, c'est l'Ukraine. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, probablement sur mobile vous ne verrez pas très très bien. Alors il y a quand même quelques joueuses qu'on connaît, puisqu'on a Valeria Berezinska, donc qui vient de revenir, qui vient de confirmer son retour à Tarbes, hein, puisqu'elle était à l'étranger, je ne sais plus, j'ai complètement oublié l'endroit où elle était l'an dernier, mais en tout cas il y a 2 saisons elle était à Charleville, elle revient à Tarbes. Nous avons Olesia Malachenko qui a fait une petite pige, enfin même une assez longue pige cette saison au BLMA avant d'être remplacée entre guillemets par Anna Dabovic.
Et nous avons aussi Olga Maznichenko qui est, voilà, qui est très régulièrement dans les... Voilà, Olga Maznichenko qui joue à Montbrison, qui est très régulièrement l'une des meilleures joueuses de Ligue 2, que Montbrison arrive à conserver contre toute logique, hein, en fait. Je pense qu'elle est très très bien à Montbrison, parce que c'est vraiment une joueuse de très très bon niveau, qui est souvent meilleure scoreuse et meilleure joueuse parmi les meilleures joueuses de Ligue 2 en tout cas. Et donc, alors, tiens, dites-moi, est-ce que vous connaissez d'autres joueuses parmi ces noms-là? Si vous pouvez me dire s'il y en a certaines que vous connaissez. Alors, nous avons Vita Horobets, donc Valeria Berezinska, j'en ai parlé. Vita Horobets, Olesia Malachenko, j'en ai parlé. Oksana Piantak, c'est bien, je fais un exercice de prononciation. Taïsia Udodenko, Arina Bilotserkivska, Vitkoria Kondus, Olga Maznichenko, Katerina Rimarenko, Myriam Oronil, Olga Dubrovina, Maria Kovtun, Dandramus. Ah, Dandramus, oui. Dandramus, elle a fait une pige donc à Tarbes. Elle a fait une très belle fin de saison d'ailleurs à Tarbes. Elle est arrivée, je crois, au mois de janvier. Elle a fait une superbe fin de saison à Tarbes. Donc très bonne joueuse aussi, Dandramus, donc qui est ukrainienne, comme vous le voyez. On a également Olena Samburska, Olga Yatskovets, Oksana Fastova, Veronika Ljubnets, Anna Olkovic et Natalia Tubik. Voilà, dites-moi si vous en connaissez d'autres. Donc j'ai parlé de Valeria Berezinska, qu'on connaît assez bien, Olesia Malachenko, Olga Maznichenko et Dandramus. Donc 4 joueuses qui ont joué en France assez récemment. Et puis, donc oui, je regarde si vous en connaissez. Apparemment, je ne vois pas de commentaires. Vous ne connaissez pas d'autres joueuses parmi les présents ce soir. Et la question que je pose, c'est où est Alina Yagupova? Alina Yagupova, de mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas Alina Yagupova, c'est l'une des grandes artisanes du titre de champion de France de Villeneuve en 2017. Vraiment une très très bonne joueuse. C'est aussi une grande artisane de la qualification de l'Ukraine pour l'Euro 2019, puisqu'elle a fait, elle a fait une masterclass lors du dernier match justement qui a qualifié l'Ukraine. Elle a fait un gros résultat. Alors il s'est passé pas mal de choses avec Alina Yagupova cette année. Donc elle était à Çukurova cette année, en Turquie. Çukurova qui a fini la saison deuxième de Turquie, qui a disputé la finale, qui a perdu contre Fenerbahçe, l'équipe de Bria Hartley et Valérie Garnier. Mais Alina Yagupova et sa compagne dont j'ai oublié le nom, qui est aussi joueuse de basket, qui était aussi à Villeneuve. Rafraîchissez-moi la mémoire, les fans de Villeneuve. Là, je me rappelle plus du nom de la compagne d'Alina Yagupova. Et en tout cas, elles ont quitté Çukurova avant la fin de saison. Au mois de mai a été donc annoncée aussi cette liste que je vous ai montrée de l'équipe d'Ukraine. Et surprise, il n'y avait pas d'Alina Yagupova dans cette équipe. Et en plus, il y a aussi au mois de février une annonce qui a été faite du côté de Los Angeles, au niveau des Sparks de Los Angeles, qui a annoncé la signature de Alina Yagupova pour participer pour faire la WNBA. Et en fait, elle n'a pas fini la saison à Çukurova. Elle n'est pas inscrite pour l'Euro, en tout cas pour l'équipe qui prépare l'Euro 2019 en Ukraine. Et en plus, aux Sparks, elle joue pas. Elle n'est même pas dans le roster, elle n'est pas du tout indiquée. Donc ça a dû être annulé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, où est passée Alina Yagupova? Si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse. J'en ai cherché beaucoup, pour rien vous cacher, avant de préparer, en préparant cette émission. C'est pour ça que je suis en retard, j'ai toujours une bonne excuse. Mais c'est vrai que j'ai pas trouvé en fait. J'ai cherché des trucs en anglais, les trucs en ukrainien, là ça commence à être compliqué, donc j'ai vraiment cherché des infos. Et c'est là où j'ai vu qu'elle avait été annoncée aux Sparks au mois de février,
curieusement, bon, c'est une info que j'avais pas vue, j'ai trouvé ça sur un site américain. Et puis voilà, pas de... Oui, Nomenko. Merci Maxime. Nomenko, c'est donc la compagne et coéquipière d'Alina Yagupova. Quand vous voulez prendre Alina Yagupova dans votre équipe, il faut prendre sa compagne avec. C'est contraignant, mais Alina, c'est une superbe joueuse. Et ça fera quand même un point faible pour l'équipe d'Ukraine qui s'est qualifiée avec elle. On a quand même des belles joueuses, hein. On a quand même 4 ou 5 bonnes joueuses que nous on connaît en tout cas. Peut-être qu'il y a aussi d'autres joueuses qu'on ne connaît pas et qui sont de très bonne qualité. Donc avec Alina Yagupova, ça faisait un très beau 5. Donc à voir. On verra ça vendredi. On va passer au sujet suivant, qui est lié, bien entendu. C'est le sujet de l'Eurobasket. Eurobasket 2019. Donc Eurobasket 2019. Allez, un petit point sur les tableaux, sur les 4 groupes. Groupe A, groupe B, groupe C, groupe D. Dans le groupe A, Ukraine, Grande-Bretagne, Lettonie, Espagne. Dans le groupe B, Suède, France, République tchèque et Monténégro. C'est notre groupe. Groupe C, Hongrie, Turquie, Italie, Slovénie. Groupe D, Biélorussie, Russie, Belgique et Serbie. Au niveau du Power Ranking, ça c'est un petit peu, voilà, c'est le classement qui est effectué par la FIBA sur la forme des équipes, hein, les équipes qui gagnent le plus de matchs, y compris en amical et en phase d'élimination, éliminatoire de groupe, de l'Euro tout simplement. Et la France est première. En second, nous avons la Belgique. Ensuite vient la Suède, Suède qui sera dans notre groupe, Suède qui est entraînée par un entraîneur qu'on connaît bien qui s'appelle François Gomez, l'entraîneur de Tarbes. En quatrième, l'Espagne. En cinquième, l'Ukraine. L'Ukraine que donc nous allons rencontrer ce week-end, ce vendredi et ce samedi. En sixième, la Biélorussie, une équipe un petit peu moins connue. L'Italie également un petit peu moins connue. Slovénie également. Donc en Biélorussie, dans l'équipe de Biélorussie, je connais une joueuse, c'est Leuchenka. Je crois qu'elle va jouer. En Italie, je connais une joueuse, c'est Georgia Sotana qui va arriver à Charleville cette année. Et en Slovénie, je connais une meneuse aussi, c'est Teja Oblak. Très très bonne meneuse de l'USK Prague. Qui, je crois, reste à l'USK Prague, mais j'en suis pas sûr. Mais effectivement, on a vraiment les grosses nations, absence un petit peu de la Serbie. Vraiment, la Serbie qui a peut-être un petit problème de renouvellement de génération, même si Ana Dabovic sera encore de très haut niveau, et puis encore Nedza Jovanovic, qu'on connaît bien en France, et puis une autre joueuse dont j'ai oublié le nom qui joue dans une grande équipe d'Euroleague, je crois à Koursk. Je vais faire un petit coucou à Yves, je fais un petit coucou à Jackie également, salut Jackie. À Kyria aussi, dommage Kyria au fait pour les playoffs de NF2, pour Gravelines, j'ai suivi ça, donc Gravelines reste en NF2, si j'ai bien suivi, et n'accède pas à la NF1, enfin c'est pas que j'ai bien suivi, j'en suis sûr, Gravelines n'a pas réussi à monter en NF1, mais quand même bravo pour la saison du côté de Gravelines. Je reviens donc sur l'Eurobasket 2019. Donc vous voyez un petit peu les groupes et comment ça va se passer. Donc nous aurons donc un euro qui sera sur 2 pays, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savez déjà, qui se déroulera à Riga en Lettonie et à Belgrade en Serbie. Au niveau de la phase de groupe, pour la France, ça va se passer à Riga. Mais en fait, il y a la moitié des groupes qui seront en Lettonie et l'autre moitié qui sera en Serbie. Donc c'est du 27 juin au dimanche 7 juillet, du jeudi 27 juin au dimanche 7 juillet. Et vous voyez, donc les 4 premiers jours sont sur les 5 premiers jours, on a les phases de groupe. Pour la France, ce sera jeudi 27 à 14h30, France contre République tchèque. Vendredi 28 à 14h30 également, Monténégro face à la France. Dimanche 30 juin à 20h, Suède-France. Éventuellement, donc ça concernera le barrage des quarts de finale. Alors oui, comment ça se passe ? Le barrage des quarts de finale, c'est-à-dire que le premier est qualifié directement pour les quarts de finale.
Et les deuxième et troisième se rencontrent en barrage, des espèces de huitièmes de finale. En fait, le vainqueur se retrouve en quart de finale. Donc, finir premier, ça nous évite un match de plus, mais au cas où on finirait deuxième ou troisième, on peut encore jouer un barrage pour accéder au quart de finale. Et enfin, la phase finale, donc, qui aura lieu au mois de juillet, quelques jours après, donc quart de finale le 4 juillet, demi-finale le 6 juillet et finale le 7 juillet. Et là, je vous ai posé une question en faisant une faute. À quelle place voyez-vous l'équipe de France? À quelle place voyez-vous l'équipe de France, donc à la fin du tournoi? Vous avez vu, au Power Ranking, la France est favorite. Bon, en tout cas, au Power Ranking, la France est classée numéro 1, donc pas forcément favorite, mais disons que c'est l'équipe la plus en forme sur la dernière saison, sur les dernières saisons. Donc pour rappel, la France est sur 3 médailles d'argent consécutives à l'Eurobasket et a fini 5e au dernier mondial. Et avait fini 4e donc aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Dites-moi, où voyez-vous l'équipe de France? À quelle place voyez-vous l'équipe de France à la fin de cet Euro? Au 7 juillet, quelle médaille l'équipe de France aura-t-elle autour du cou? Ou n'aura-t-elle pas de médaille? Dites-moi. Alors, je regarde en même temps vos commentaires, je vois qu'il s'est passé pas mal de choses. Il y a toujours des surprises avec l'ex-ukrainienne, peut-être. En tout cas, avec Alina Yagupova, il y a très souvent des surprises. C'est un peu, voilà, quand on connaît un petit peu le fil de sa carrière, c'est un petit peu comme ça. Pour la petite histoire, elles ont, donc Alina Yagupova et Nomenko, je ne me rappelle plus de son prénom, mademoiselle Nomenko, ont failli quitter Villeneuve en plein cours de saison en 2017. Hein. Ça a vraiment failli se faire. Je crois même que le coach Fred Dussard voilà, était prêt à l'accepter et à se débrouiller autrement. Et en fait, je crois que c'est l'agent d'Alina Yagupova qui lui a demandé de rester, d'insister, et elle est restée avec quand même un final assez fabuleux, puisqu'elle a été championne de France, et puis elle a vraiment participé, contribué à ce titre de championnat de France. Jacques me demande sur quelle chaîne ce sera diffusé, l'Euro de basket féminin. Ce sera sur Canal+. Comme souvent, je pense depuis plusieurs années, effectivement, c'est toujours Canal+, qui retransmet les phases finales de basket féminin et aussi de basket masculin. Et même si les matchs de préparation sont sur RMC Sport, qui est la nouvelle chaîne assez forte au niveau du basket français, ce sera effectivement les phases finales sur Canal+. Est-ce que les Suédoises sont toujours aussi fortes qu'en 2013, demande Raphaël. Écoute Raphaël, les Suédoises, je les connais assez peu, mais il y a une nouvelle génération, c'est entraîné aussi par François Gomez, hein, qui est un très bon entraîneur. Il y a une nouvelle génération, il y a quelques joueuses, hein. Il y a eu Nathalie Fontaine qui était venue à Tarbes là, en début d'année, on a eu aussi Kelly Sloyd qu'on a bien connue dans le championnat de France. Il y a une nouvelle joueuse suédoise qui va arriver dans le championnat de France à Montpellier la saison prochaine, qui s'appelle Lindqvist, mais c'est une très jeune joueuse. Donc c'est une nouvelle génération, des joueuses qu'on connaît assez peu dans l'équipe de Suède. Il faut se méfier au ranking, elles sont donc, si je reprends mes notes, elles sont 4e je crois. Au Power Ranking, non, elles sont même 3e derrière la Belgique. Donc visiblement elles ont fait un parcours en qualification qui est très très bon. Donc méfiance de la Suède, effectivement. On verra si François Gomez nous fait un mauvais coup. Je pense qu'il doit être très content de retrouver la France, n'empêche. Comme ça, au moins, son équipe sera aussi diffusée auprès du public français. Je trouve que c'est un très très bon clin d'œil. Clément dit que c'est la mode, les barrages dans tous les sports. Mais en fait, ça a toujours été le cas, hein, les barrages. Surtout dans le basket. Dans le basket, on adore faire des repêchages, des barrages, etc. Je trouve ça, moi je suis pas super pour, parce qu'en fait le fait que le troisième joue quand même à nouveau un barrage, bon, c'est peut-être fait pour diluer un petit peu la différence de qualité qu'il peut y avoir entre les groupes,
Mais je trouve ça toujours curieux qu'une équipe qui ait fait plus de défaites que de victoires ait la possibilité de se qualifier. Mais bon, dans le basket, on a l'habitude, notamment dans les Jeux Olympiques, quand on a des groupes de huit équipes, il y en a même qui font un peu exprès d'être quatrième pour pas être dans le tableau des États-Unis, des choses comme ça. Là, il n'y a pas d'États-Unis, donc il faudra avoir la meilleure place possible. On veut la médaille d'or. Visiblement, on veut la médaille d'or. Alors, sur le podium, Maxime. Non, Maxime, sur le podium, ça suffit pas. Il faut donner une place. 1, 2 ou 3. Allez, on se mouille. Médaille d'or pour Reynald, pour Delphine, pour Elsa. Dominique, faut se mouiller aussi, le podium, ça suffit pas. Et pour ceux qui n'ont pas Canal ou RMC, Laurent me demande, bah écoute, il faut aller au match. Oui, vraiment, si vous êtes tout près de Mont-de-Marsan, tout près de Rennes, tout près de Rouen, si vous êtes dans la partie ouest de la France, là vous pouvez aller voir les matchs de préparation, franchement, allez, ça vaut le coup. Et ensuite, si vous êtes tout près de la Lettonie ou de la Serbie, là il faut aller voir les matchs de préparation sur place. Et c'est comme ça. C'est comme ça, les droits du basket sont vendus à des chaînes payantes. Il n'y a qu'aux Jeux Olympiques où en fait on peut les voir. Malheureusement, effectivement, c'est pas tellement pour nous les passionnés. Nous les passionnés qui connaissons le sport, on va s'abonner. Moi je me suis abonné à RMC Sport là sur le dernier mois exprès pour voir les matchs, pour voir les playoffs, et on s'est régalé. Voilà, ça vaut le coup de prendre Canal+, même quelques mois. C'est maintenant, il y a des formules sans engagement. Vous prenez Canal+, pendant 2 mois, donc c'est à cheval sur le mois de juin et le mois de juillet. Vous prenez Canal+, pendant 2 mois, après vous résiliez. Donc vous prenez des formules sans engagement, ça coûte pas très cher. En revanche, pour faire découvrir le sport au grand public, au public qui est pas très basket d'abord, qui est pas suffisamment passionné de basket, tout simplement, moi je pense souvent aux enfants et aux adolescents qui eux, c'est là où on prend un intérêt pour un sport en général. Et c'est pas, voilà, eux, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour s'acheter des chaînes, ça dépend de leurs parents. Si leurs parents sont pas très passionnés de sport, comment ils peuvent avoir accès à ces matchs? Ça, c'est ennuyeux, je trouve vraiment. Et je trouve que là, ce serait vraiment intéressant d'avoir, pas forcément tous les matchs, mais quelques matchs qui sont vraiment diffusés en clair. Le match, j'essaie de retrouver, c'est le match contre la Serbie qui aura lieu dimanche 16. Donc, pas ce dimanche-ci, mais le dimanche suivant, sera diffusé sur RMC Story, donc accessible à tous ceux qui ont les chaînes classiques de la TNT. Donc en tout cas, un match de préparation sera visible en clair. Et Laurent nous dit médaille d'argent. Laurent dit. Alors Laurent, je pense que tu parles de la diffusion quand tu dis que c'est pas de mieux en mieux. C'est toujours un peu. Je me rappelle qu'il y avait des matchs de Pro A dans les années 90 qui étaient diffusés sur France 3. Tous les week-ends, on avait un match et c'était vachement bien. Et ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas un match un coup de temps en temps sur une chaîne en clair, que ce soit du championnat, que ce soit de l'équipe de France. Là, même sur les matchs amicaux, les matchs de préparation, il y en aura un. Là, il y en aura un. Merci RMC pour le coup de faire un match en clair. J'espère nous en tout cas, on communiquera un petit peu pour que les gens le voient. Sinon, il faut regarder les matchs dans les bars, dit Raphaël. Effectivement. Est-ce qu'il y a des bars qui vont diffuser des matchs de basket féminin? Ça, c'est une vraie question aussi. Peut-être dans les grands spots de basket féminin à Bourges ou à Mont-de-Marsan. À Mont-de-Marsan, ils en font déjà un. Je sais pas, peut-être à Tarbes. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Allez, la première place pour Maxime. Argent pour Laurent, je l'ai déjà dit. Julien nous parle de la demi-finale de l'équipe de France sur le service public. Je crois que non. Je crois que c'est M6. Mais c'est pas faux. Je crois que c'est le groupe M6 qui, à partir de la demi-finale, diffuse un match de l'équipe de France. Si la France va en demi-finale ou en finale, on aura probablement des matchs en clair. De mémoire. Pour le mondial, c'était M6. Et je crois que c'est la même chose. C'est vrai que j'ai oublié de revérifier l'info. Mais Julien, oui, très bonne remarque. Tout à fait. Regardez les matchs dans les bars, etc. L'or, bien entendu, pour Yves. Il n'y a pas encore de bar à basket. C'est vrai que pour n'importe quel match de foot, on a facilement les matchs accessibles dans les bars. Pour le basket, c'est quand même vachement plus rare.
Pour la NBA, il faut ouvrir la nuit, et puis pour même les matchs de championnat de France, j'imagine que ça doit être dans les villes de basket spécifiques. Voilà, j'imagine qu'à Limoges, il y a des bars qui retransmettent les matchs quand Limoges est à l'extérieur. Alors l'or, mais attention aux Belges et aux Espagnols. Oui, les Espagnols qui sont un petit peu moins bien, qui vont être privés d'Alba Torrens, qui ont un renouvellement de génération à faire aussi. Mais attention toujours aux Espagnols, hein, qui ont un super coach aussi, hein, les Espagnols. Alors, allez, on va passer au mercato. Merci pour tous vos commentaires. Merci. Merci aussi pour ceux, je le vois, il y a beaucoup de gens aussi qui partagent ce live. Merci beaucoup, c'est vraiment sympa. Ça permet aussi, justement, aux autres personnes qui suivent de loin ou pas très bien le basket féminin, de connaître un petit peu par le biais de cette émission. Moi, c'est un peu le but, c'est d'essayer de retransmettre des infos. Il y a pas mal de participants à ce live qui en connaissent beaucoup des infos, qui m'apportent un complément d'information. C'est vachement bien aussi. Donc vraiment merci à tous ceux qui commentent là ce soir, à vous tous, à ceux qui font les partages, à ceux qui mettent les likes. N'oubliez pas, si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de mettre un like, un j'aime, hein. Franchement, c'est la moindre des choses. Un commentaire, un like, un partage, un des trois. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois. Salut Mike, salut Jean-Michel, je t'ai peut-être déjà salué Jean-Michel, et salut Stéphane, que j'ai vu hier. Re-salut Stéphane. Allez, on passe au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est le mercato. C'est le mercato et il y a encore eu pas mal d'infos au niveau du mercato. Allez, on prend une grande respiration et on parle du mercato. J'essaierai de penser à quelques questions en allant. Allez, on commence par Basket Lat Montpellier. Mea culpa. Je commence par mea culpa. J'ai complètement pas vu l'info du recrutement complet de Lat Montpellier ils ont fait un Facebook Live en fait samedi, pas samedi là, mais samedi en 8, hein, enfin samedi il y a une semaine et quelques jours. Et je l'ai pas vu du tout. C'est une info qui m'a complètement échappé et donc je me suis un peu fait taper sur les doigts par Chloé qui m'a dit on a communiqué. Donc Chloé Bérard qui est responsable de la communication à Lat Montpellier. Bon, merci à elle, merci à Delphine aussi qui m'avait signalé cet oubli. Donc Lat Montpellier, donc comme vous le savez, il y a pas mal ça bouge beaucoup à Lat Montpellier et on a l'arrivée de Clara Lindqvist. Justement, on parlait de l'équipe de Suède tout à l'heure. Clara Lindqvist, qui est une jeune meneuse de 20 ans qui va venir directement de Suède, de l'équipe de Telge. On va avoir Gabby Williams qui était une des joueuses phares de l'équipe de Gérone, deuxième meilleure marqueuse de l'équipe de Gérone. Et puis Stéphanie Mavunga, qui nous vient d'Enice en Russie. Donc c'est une américaine. Gabby Williams, c'est de mémoire, c'est une franco-américaine. Gabby Williams a un passeport français. Donc elle ne sera pas considérée comme extra-communautaire. Donc ce sont des joueuses intérieures. Laetitia Kamba, également joueuse intérieure, poste 3-4, hein, qui nous vient donc de l'ESBVA Lille Métropole, qui arrive donc à Montpellier, et Marie-Michel Milapi. Ça, on avait été mis au parfum il y a quelques semaines déjà par la communication du côté de Basketland. Donc Marie-Michel Milapi, qui est dans l'équipe dans les présélectionnés de l'équipe de France, qui va rejoindre Montpellier. On a une continuité d'Ornella Bancolé, Romane Berniès, qui sont dans le groupe des 19, des 18 maintenant de l'équipe de France. Alix Duché continue, Diandra Tchatchouang qui est également en équipe de France actuellement, et Samy Whitcomb, quand même ça c'est un gros coup. Samy Whitcomb est conservé dans l'effectif de Montpellier. Allez, petite question comme ça, qu'est-ce que vous pensez Alors, du côté des départs, on a Andy Millen qui va à Charleville, on a Elena Siak qui va à Lyon, bien entendu. J'essaie de réfléchir en même temps. On a Taylor Wurtz qui est un tout petit peu plus loin dans ce tableau. Taylor Wurtz qui arrive du côté de Landerneau. Et puis, qui est-ce que j'oublie? Donc on a plusieurs départs. Je pense que j'oublie une joueuse qui quitte Montpellier.
Et donc vous avez les arrivées, Lundqvist, Williams, Mavunga, Kamba, Minapi. Donc, d'après vous, est-ce que l'équipe de Montpellier sera plus... Ah oui, Anadabovic qui quitte Montpellier et qui va à Bourges. Est-ce que d'après vous, Montpellier sera plus fort ou moins fort que cette année? C'est une question que je vous pose. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez du recrutement de Montpellier. Je vous le remontre. Donc pour mémoire, départ d'Andy Miem, d'Elena de Taylor Wurtz et d'Anna Dabovic. Allez, je continue. Charnay qui a été qui a été donc qualifié pour jouer la Ligue féminine la saison prochaine. Charnay-les-Mâcon sera en Ligue féminine l'année prochaine après avoir gagné la Ligue 2. Et donc on recrute des joueuses, des joueuses au nom de Pauline Guittard qui nous vient de Landerneau, donc joueuse, j'allais dire joueuse d'expérience, mais Pauline est encore assez jeune, je pense qu'elle doit avoir 25 ans à tout casser. Elle a fait 2 belles saisons à Landerneau, elle a notamment permis à Landerneau de monter l'an dernier, elle a aussi contribué pas mal au maintien de Landerneau cette année. Ludivine Marie, qui est une très jeune joueuse qui nous vient de Saint-Amand-Hainaut Basket, une intérieure, que j'avais eu l'occasion d'interviewer, et Manuela Hachi, qui est une joueuse qui nous vient de Ligue 2, du basket club Saint-Paul-Rosé. Donc voici pour les premières recrues du côté de Charnay. Du côté de l'USBV à Lille Métropole, on continue la filière Gérone, puisque après avoir recruté Chanty Evans et Magali Mendy l'an dernier à Gérone, là vous voyez qu'il y a Gabi Williams qui vient de Gérone vers Montpellier, et on a donc Keisha Hampton qui est l'américaine, la meilleure marqueuse de Gérone cette année. Pour rappel, Gérone, champion d'Espagne et demi-finale d'Eurocoupe, éliminée par Montpellier avec brio. Donc très bonne équipe, donc très bonne recrue, les deux joueuses de Gérone. Et on aura Lorraine Lococa qui revient à Villeneuve et qui nous vient d'Angers cette année. Et aussi, info assez importante quand même, puisque Lyon Asvel et notamment Tony Parker avait annoncé très fermement qu'il voulait conserver toute l'équipe de cette saison, bien lui en prendre puisqu'elles ont fini championnes de France, avec les ajouts de Marine Johannes et d'Hélène Assiac. Et donc finalement la seule joueuse qui quitte officiellement Lyon, c'est Fatih Sacco qui va donc aller à Charleville. Et là, il nous manquait la confirmation de la continuité d'Alisha Clark qui a fait une superbe saison, qui a gagné quand même 3 titres quasiment en moins d'un an. Donc Alisha Clark sera toujours là la saison prochaine au niveau de Lyon. Alors Yves me dit qu'il avait cru voir que Whitcomb changeait, mais apparemment vraiment ça a été confirmé. Confirmation du maintien de Samy Whitcomb du côté de Montpellier. On va juste faire un petit point sur une équipe russe qui est Nadeïda Orenbourg, qui a gagné donc l'Eurocoupe aux dépens du BLMA Lat Montpellier, qui a signé donc Yvonne Turner, qui est la meneuse de Sopron, une très très bonne joueuse, et aussi Nayo Rencock, donc là que je vous ai mise ici. Là, de mémoire ici, c'est, je ne sais plus si c'est Gabi Williams ou Keisha Hampton. Voilà, j'ai déjà oublié, mais c'est l'une des deux qui est en haut là, qui nous vient du côté de Gérone. Et donc Nayo Rencock va quitter notre championnat. Là par contre c'est une vraie grosse perte et pas perf, puisque Nayo Rencock et Kounoué étaient, de mémoire, c'était la MVP d'il y a 2 saisons lorsqu'elle était à Nantes. Elle a encore fait une grosse saison à Bourges, très très bonne joueuse canadienne qui fait partie des grandes joueuses canadiennes qui sont dans notre championnat. Et du côté de Orenbourg, il conserve Erika Wheeler et Laura Nichols, qui étaient les 2 grosses joueuses déjà de l'équipe d'Orenbourg. Donc on aura encore une grosse équipe d'Orenbourg, et qui a encore fini 3e de Russie, qu'on retrouvera probablement encore en Euroleague l'année prochaine, et peut-être en Eurocup en repêchage. Alors je regarde un tout petit peu vos commentaires. Alors Maxime pense que Montpellier perd un petit peu au change. Et les autres ne sont pas tellement prononcés. Bonjour Eric. Et bonjour Elisa.
Alors, ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. C'est presque le moment de finir. Mais non, allez, il y a une petite prolongation puisque on va passer à une info. Donc c'est l'info du pré-open. Des pré-open, bon c'est pas pour maintenant, mais comme je vous en reparlerai bien entendu par la suite cet été. Mais comme l'info est tombée la semaine dernière, je vous en parle. La même chose hein, pour ceux qui veulent voir du basket féminin de haut niveau dans des endroits où on n'a pas forcément l'habitude d'en voir. Eh bien c'est l'occasion d'aller voir des beaux matchs sur un week-end. Donc ce sera samedi 21 et dimanche 22 septembre, donc vraiment on a le temps. Ce sera comme d'habitude, hein, je pense que c'est les trois mêmes endroits que l'an dernier. En tout cas, le pré-open de l'Aube, Just One Life Pro Cup à Saint-Julien-les-Villas, c'est au même endroit que l'an dernier. On aura cette saison, donc c'est tout près de Troyes dans l'Aube. On aura cette saison Lyon-Asvel féminin, les Flammes Carolo Basket Ardennes, le SBV Ali Métropole, Saint-Amand et nos baskets. Donc on va dire les trois équipes du Nord-Est plus Lyon. Du côté de l'Indre-et-Loire, nous aurons voilà, un tournoi qui porte aussi, qui a un naming, hein, qui s'appelle le U-Express de Tours, donc dans la ville de Tours, donc en Indre-et-Loire forcément. Donc là on aura les voisins du Tango Bourges Basket, La Roche-Vendée, Landerneau-Bretagne Basket et Nantes-Rezé Basket, donc ce sera plutôt le côté ouest-nord-ouest dirons-nous, de la France qui sera dans ce pré-open. Et le pré-open de Nouvelle-Aquitaine à Orthez. Donc là, c'est vraiment le sud-ouest. On a le BLMA, Basketland, Tarbes. Et là, Charnay, qui est un peu... voilà, Charnay va être un petit peu catapulté là dans ce groupe sud-ouest. Hein, parce que Charnay, c'est plutôt au nord de Lyon. Donc peut-être que, je pense, pour l'équipe des groupes, ils ont préféré ne pas mettre Lyon dans le groupe de basket du BLMA. Ne pas mettre le champion et le vice-champion dans le même groupe. Et donc on a préféré aller mettre Charnay dans ce groupe-là. Dites-moi si vous pensez pouvoir aller voir un tournoi de pré-open. D'ailleurs, première question. Est-ce que vous pensez déjà aller voir un match de la préparation à Mont-de-Marsan, à Rennes ou à Rouen? Dites-moi dites-moi notamment qui sera à Rouen, ça m'intéresse parce que moi je vais peut-être y aller. Donc qui sera à Mont-de-Marsan, Rennes ou Rouen? Et qui a envie d'aller à Saint-Julien-les-Villas, à Tours ou à Orthez pour aller voir les pré-open. Donc ce sera un peu plus tard. Allez, je pose la question. Et en même temps, je vous pose la question aussi. Allez, on va passer au dernier thème. Puisqu'on a parlé d'un tas de trucs. Mettez-moi un hashtag thème. Et allez-y, si vous voulez parler de quelque chose, si vous voulez... vous-même mettre un petit texte pour que je le lise à l'antenne. Si vous voulez poser une question, c'est le moment, c'est votre moment, hashtag thème. Donc, est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer à un match de préparation à l'Eurobasket qui concerne l'équipe de France? Est-ce que vous allez aller voir un pré-open donc dans l'Aube, en Indre-et-Loire ou à Orthez? Je ne sais plus où c'est, ça doit être dans le Béarn, ça c'est sûr. Je ne me rappelle plus du département. Et puis, hashtag WNBA. Alors, hashtag WNBA, merci Raphaël. Promis, la prochaine fois, je fais un point sur la WNBA. Là, j'ai pas eu le temps de me renseigner, je suis allé voir. J'ai vu quand même qu'il s'était passé quelques petites choses avec des gros matchs avec les Storm, avec l'équipe l'équipe qui était championne ou vice-championne la saison d'avant, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est les Cats ou les Wildcats. Les points de temps en temps, oui, voilà. Je pense que je vais en faire un la semaine prochaine, puisque. Je dis, ça va peut-être se calmer au niveau du mercato, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a encore pas mal de choses qui vont se passer. En tout cas, il se passe quelques trucs. Jackie me fait un hashtag Arras. On fera un article. Je vais demander à quelqu'un de faire un article sur les clubs qui ont disparu et qui disparaissent de l'élite féminine. Et Arras en fait partie. Voilà, on a eu Valenciennes, on a eu Challes-les-Eaux, on a eu Aix-en-Provence. Voilà, on a pas mal de clubs qui ont vraiment disparu de l'élite et d'une élite même européenne. Et Arras, voilà,
Pour les news, Arras est descendu donc cette saison de NF3 en régional. L'année prochaine, Arras devrait jouer en régional. Donc, pour rappel, il y a 3 saisons, Arras était en Ligue féminine, en première division. L'an dernier est descendu de Ligue 2 à National 1, mais pénalisé voilà, au niveau de la DNCG, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas l'organisme du contrôle de gestion de la Fédération française de basket, pénalisé à descendre en National 3. Et là, elles ont fini avant-dernière, donc elles descendent en Régional 1. Je regarde un tout petit peu. Costaud, le groupe de l'Aube, oui, effectivement. Lyon, Flamme Carolo, ESBVA, Saint-Amand. Si le SBVA reprend son standing, puisque cette saison c'était un petit peu moins le cas. Le 3-3, oui, Dominique, bonne idée. Il y a eu un tournoi qui s'est passé en Chine, notamment du côté, du côté des filles. Donc l'équipe 3-3 des filles, c'est Marie-Ève Paget, c'est Minia Touré, ma Mignan Touré, dite Minia Touré, Alice Naillot et Anna Maria Philippe. Anna Maria Philippe. Voilà, les 4. J'ai vu qu'elles ont fini deuxième du groupe. J'ai pas vu la phase finale. Et je me renseignerai, je regarderai un petit peu, effectivement. Un petit point à faire sur le 3-3. Bon, voilà, j'ai donné quelques infos, mais je suis pas allé voir le résultat final de ce week-end. Seattle championne l'année dernière, on en parlera un petit peu. Elles sont pas favorites cette saison, notamment, elles ont pas de bol, puisqu'elles ont 2 grandes joueuses qui sont Brianna Stewart, qui s'est blessée à la finale d'Euroleague, comme vous avez peut-être pu le voir, en tout cas on en a parlé ici dans ce live. Brianna Stewart qui s'est blessée lors de la finale avec Kursk, avec Dynamo Kursk, qui s'est blessée dans la finale face à Ekaterinbourg. Ekaterinbourg a gagné la finale, du coup avec Brianna Stewart qui peut être et qui est probablement la meilleure joueuse au monde, hein, puisque pour rappel, Brianna Stewart, elle avait gagné le titre avec Seattle Storm, le titre de WNBA, mais avant ça, elle avait gagné d'ailleurs la Coupe du Monde de basket avec les États-Unis. Elle avait été élue MVP de la Coupe du Monde de basket. Elle a gagné le titre de WNBA avec Seattle Storm. Et elle a été élue MVP de WNBA et MVP des finales. Elle a gagné. Elle n'a pas gagné l'Euroleague, mais elle a été élue MVP de la saison régulière d'Euroleague. Et elle s'est blessée en finale. Elle n'a pas pu être MVP des finales. Mais bon, grosso modo, elle avait tout glané. Et Seattle Storm aussi a subi la blessure de Sue Bird, la légendaire Sue Bird, une grande joueuse qui jouait aussi pour le Seattle Storm, qui s'est blessée. Donc je ferai peut-être une petite revue d'effectifs de plusieurs équipes, et notamment on a pas mal de joueuses d'Euroleague et même un petit peu de joueuses du championnat de France qui vont participer à la WNBA. Pour le moment c'est un petit peu fouillis, parce qu'on a des joueuses qui sont réservées, comme notamment Marine Johannes est réservée pour l'Euro, donc n'est pas encore en Euroleague. A l'inverse, on a Bria Hartley qui, elle, joue dans la même équipe d'ailleurs que Marine Johannes, pour le New York Liberty. Bria Hartley, elle participe à la WNBA pour le moment, et puis elle viendra que dans 2 semaines à peu près se préparer avec l'équipe de France, et puis elle repartira ensuite en WNBA. Donc ça se chevauche pas mal. Il y a peut-être des joueuses qui ne débutent pas, il y a peut-être des joueuses qui débutent mais qui finiront pas en WNBA, donc on fera des points petit à petit. J'ai pas mal de commentaires, merci à tous. Salut Flo. Alors, Maxime dit que c'est trop loin pour aller où que ce soit. Je pense que le plus proche pour toi, Maxime, c'est Rouen. C'est Rouen pour aller voir les matchs là, puis pour le pré-open, ce sera forcément à 3. Alors, comment se passe le repêchage pour l'Euroleague? Pour l'instant, Lyon plus Bourges, mais comment ça va se passer pour qualifier une autre équipe? Eh bien alors, il y a l'histoire du ranking qui entre en ligne de compte. Et le ranking compte aussi les résultats de l'équipe de France. Donc pour l'instant, l'équipe de France est numéro 1 au ranking. Alors c'est très simple, si l'équipe de France gagne l'Euro, l'équipe de France sera toujours numéro 1 au ranking. Et ensuite, il y a le ranking des clubs que je connais pas bien. C'est un espèce d'indice qui est différent. Mais en tout cas, les deux sont communs pour l'attribution des places en Euroleague. Et je sais notamment, puisque Fred Dussard me l'a dit, que pour Bren qui est champion de Belgique,
Rennes, normalement, doit jouer l'Euroleague directement, mais il faut que la Belgique maintienne son ranking, et notamment à l'Euro. Donc il y a un côté, il y a une confusion un petit peu, enfin pas une confusion, mais il y a un mélange des prestations des équipes en club, donc dans les Coupes d'Europe, et des prestations des équipes nationales pour maintenir le ranking. Donc je pense qu'il y a une incertitude par rapport à ça au niveau de Lyon, mais normalement, de Lyon, de Montpellier, pardon. Normalement, je pense que c'était un tour préliminaire. J'ai pas l'info, c'est un truc, il faudrait que je me renseigne, vous avez raison, c'est un truc qui m'échappe toujours un petit peu. En plus, l'info est pas super claire. Souvent, les clubs ont un peu l'info, donc faut se renseigner auprès des coachs, etc. Mais au niveau de la presse, on n'a pas trop les infos, et au niveau de la FIBA non plus. Donc, effectivement, il faut se poser cette